Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. L'invité du direct de Radio M a le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Abdou Attou. Je pense que je vais avoir beaucoup de mal à présenter Abdou Attou. C'est quelqu'un qu'on voulait recevoir depuis longtemps à Radio M. On est très heureux de le recevoir aujourd'hui. Abdou Attou a beaucoup de casquettes. C'est un brillant universitaire diplômé de Berkeley aux États-Unis en informatique. Il a fait des algorithmes à Wall Street pendant plusieurs années. Il a inventé des algorithmes qui permettent le trading en temps réel. Il a plusieurs brevets. Il a participé à des activités de très très haute valeur ajoutée. Et ensuite, il s'est installé depuis 12 ans en Grande-Bretagne où il a continué d'innover. Je prends juste un exemple. En cette année, 2017, il a reçu la distinction de très haute valeur britannique de Innovation Distinction, donc sur un brevet qui permet de tracer les avions en temps réel. On ne savait pas que c'était possible avant cette affaire du vol de la Malaysia Airlines qui s'était perdu au-dessus de l'océan Indien. Bon, je pourrais perdre mon souffle à essayer de présenter Abdou Attou. Je vais commencer par lui souhaiter la bienvenue. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci Hassan, un grand plaisir de te revoir et très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup d'actualités, on va en trouver une, mais nos amis auditeurs doivent comprendre qu'aujourd'hui, on va parler d'économie et de développement sous l'angle de l'innovation. Voilà, sous l'angle de l'innovation parce qu'on ne le dit pas assez. Les pays qui ont réussi à construire des écosystèmes favorables à l'innovation ont pris des longueurs d'avance. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'aujourd'hui, on va essayer de réfléchir ensemble à des voies et moyens qui permettent de faire des rattrapages et puis réfléchir aussi à des nouveaux secteurs où il est possible de déployer de l'innovation. Alors, votre dernière actualité, c'est l'aérospatiale. Et je voulais comprendre comment vous êtes passé des algorithmes de trading en temps réel à Wall Street à développer des solutions et des brevets pour lesquels vous êtes récompensé qui sont en lien avec l'aérospatiale, notamment celui pour lequel vous avez été récompensé en 2017. Mais écoutez, le principe est le même, parce que l'innovation, c'est comme un passeport, si on peut dire. Hein. On peut appliquer le mode opératoire d'un secteur à un autre. Mon expérience personnelle dans l'aérospatiale, honnêtement, c'était par accident. Hein. Si c'était pas parce que j'avais suivi le secteur quand j'étais dans les marchés et quand je travaillais dans les banques d'investissement. Ce secteur m'a fasciné toujours et j'ai toujours trouvé qu'il y avait quand même une certaine avance en termes de pointure, d'innovation et aussi de création d'emplois. Parce que si on regarde un peu les économies partout dans le monde, l'aérospatiale, c'est un des acteurs principaux des économies mondiales. Dans les économies développées. Exactement. Chez nous, malheureusement, ce secteur n'existe pas et on souhaiterait, Inch'Allah, pourquoi ne pas à ce que nos autorités, les pouvoirs publics commencent à y penser sérieusement à ce secteur, parce qu'il est porteur de beaucoup de prospérité et de création d'emplois. Alors, on va évoquer dans un moment un des volets de l'industrie aérospatiale, les satellites et la mise en orbite des satellites. Il y a une chaîne de valeur dans le satellite, on va l'évoquer. Mais un peu en dessous de l'orbite des satellites, il y a l'aviation et tout le commerce international de l'aviation. Vous avez travaillé sur cette solution de tracking. Nous, en tant que passagers qui utilisons de temps en temps l'avion, on a toujours pensé qu'il était possible de savoir où se trouvait en tout temps un avion. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas vrai. Parce que les systèmes de tracking ou de recueillement des datas, si on peut dire le terme, en temps réel n'existent pas. Un avion qui coûte 100 millions, 150 millions, un A330, un A380, bien que le prix est très cher, mais
les avions ne sont pas équipés tout le temps avec des systèmes de récupération de données ou bien de tracking en temps réel. Si vous voyez un joli cockpit dans un avion qui coûte très cher, ça ne veut pas dire qu'il a la dernière technologie. Avec toute l'avionique de bord. Avec l'avionique qui est existante aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, si vous avez des modèles, si vous avez un système avionique très avancé, ça ne veut pas dire que la technologie n'existe pas. Donc, il y a une différence. Ça veut dire que les constructeurs, par culture, par des raisons très spécifiques, ne sont pas toujours accueillants des nouvelles technologies qu'on appelle disruptive en anglais. D'accord ? Donc, vous avez bien mentionné l'avion de la Malaysian Airlines qui a disparu il y a quelques années de cela. En 2014. En 2014. Et vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas toujours trouvé cet avion. Ça veut dire très simplement que l'avion n'était pas équipé d'un système de détection en temps réel, indépendamment de la volonté du pilote. Oui. Alors, d'accord, même si, comme vous le savez, dans un avion, il y a ce qu'on appelle un transpondeur. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un peut couper le transpondeur, et à ce moment-là, le signal est coupé, et donc, automatiquement, soi-disant, on perd l'avion. Mais ce n'est pas le cas. Les avions n'ont pas de système équipement intégré ou bien agnostique de la volonté du pilote à ce que l'avion est toujours il y a une traçabilité de l'avion. Et ça, c'est dû à des raisons financières, parce que ça coûte cher de maintenir toujours de tracer un avion, c'est ça. On utilise quoi? On utilise la base de données de. Il y a plusieurs raisons. Il y a la bande passante premièrement, donc ce qui est la connectivité. Donc on est sur Internet. On est sur Internet, mais différents types d'Internet, d'accord? Parce que si c'est des systèmes aux États-Unis, ce qu'on appelle les sensors au niveau des ground, c'est-à-dire au niveau terrien, des systèmes terriens, c'est des systèmes qui existent aux États-Unis, c'est la grosse partie c'est pour ça qu'aux États-Unis l'Internet est beaucoup moins cher, d'accord? Mais quand vous traversez l'océan, vous n'avez plus cette capacité. Donc ce qui est possible, c'est le satellite. Et pour aller vers le satellite, là, il y a toute une économie et toute une dynamique qui est complètement différente. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les grands opérateurs de satellites, entre autres Inmarsat, Viasat et autres, qui ont une compétition avec une compétition qui est très très féroce sur les prix. La bande passante est très chère. Alors nous, comme on a envie de tout comprendre à Radio M, votre brevet, il a cette spécificité, s'il a été récompensé donc en Grande-Bretagne en 2017, c'est parce qu'il apporte une solution technologique, mais il apporte aussi une solution économique parce qu'il compresse la base de données, la bande passante, la data, et donc il permet de faire des économies. Exactement. Parce que nous, l'innovation, c'était la combination entre la technologie et l'économie. C'est-à-dire réduire les coûts, parce qu'à chaque fois qu'un avion utilise la data des satellites, il a une facture à payer. Chaque vol, je vous donne un ordre d'idée à peu près, chaque vol coûte à peu près $10 000 en bande, à peu près. Donc c'est cher. C'est pour maintenir un avion dans une flotte, d'accord? Donc vous imaginez, vous me demandez pourquoi que EasyJet ou bien une compagnie comme Ryanair, qui sont les leaders mondiaux du low cost, n'ont pas l'Internet. Pas pour la simple raison parce qu'ils ne veulent pas payer, parce que ça coûte cher. Déjà, pour introduire l'Internet dans un avion, il faut tout un système qui soit intrusive, comme on appelle ça. Donc il faut une antenne, il faut des radars, et donc ça change toute l'économie. Il n'y a que les compagnies les plus riches qui ont pu Exactement. L'offrir à leurs clients. Exactement. Et vous avez, vous aussi la certification. Parce que si vous touchez un avion, il faut le recertifier pour qu'il puisse voler. C'est un élément de sécurité que les agences gouvernementales, que ce soit la FSA ou bien l'agence européenne, qui doivent certifier que l'avion peut voler encore une fois. Parce qu'une fois que vous mettez un trou dans un avion, ça y est, il est dans une zone sensible. Parce que le radar de l'avion, il faut mettre un radar en dessus. Donc, comme les AWACS. Comme les AWACS. Donc c'est ça. Non, ça c'est le premier aspect, c'est l'aspect logistique. Il y a l'aspect économique, c'est-à-dire la guerre des prix des bandes passantes. Parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une coordination des prix entre les opérateurs. Parce que c'est la guerre des marchés, la guerre des parts des marchés. Et chaque opérateur voudrait
que les clients vers lui. Donc aujourd'hui, l'Internet aussi devient un instrument de marketing. Il y a de nouvelles compagnies pour attirer la nouvelle clientèle et faire la concurrence avec d'autres, c'est d'installer l'Internet sur leurs avions pour être... Bien sûr, sur un long courrier, qui est un transpacifique ou un transatlantique, ça compte. Mais pas forcément le long courrier. Maintenant, vous avez par exemple la compagnie Norwegian, qui est une compagnie basée au Danemark et en Norvège et en Suède, qui a révolutionné un peu, si vous voulez, le low cost avec l'Internet. Parce que c'est la seule qui a pu le faire et c'est la seule que le modèle a marché. Ils ont vu que l'Internet, c'est cet élément de différenciation en ce qui concerne la clientèle. Alors, et sachant que si vous allez monter dans un avion avec Internet et sans Internet, il y a une grosse différence. C'est ce qu'on appelle en anglais « the passenger experience ». Voyez, donc, quand vous avez 3 heures à voler, vous auriez bien avoir votre Internet, faire votre lecture, faire vos emails, faire ce que vous voulez. Donc là, ça joue. Ça joue énormément. Ouais. Et donc, j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de soucis pour la société Wiscom qui a breveté cette solution de tracking en temps réel pour aller vers le marché, pour que le brevet se commercialise. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations qui souvent n'arrivent pas à la phase d'industrialisation. Il y a aussi des systèmes qui sont similaires, hein. Pas aussi peut-être aussi pointus, mais la réalité c'est que vous pouvez avoir toute technologie que vous voulez, mais si vous n'avez pas les intrants, c'est-à-dire si la bande passante elle est chère, votre système ne va pas aller très loin. Et si votre système n'est pas intégré dans un avion, votre technologie ne va pas aller très loin. Parce que là, quand vous avez Boeing, un avion quand il est acheté, on achète un avion, déjà les moteurs ne font pas partie de l'achat. L'avionique ne fait pas partie, donc c'est des choix qu'il faut faire. Et quand le client va acheter, soi-disant Air Algérie, quand on va acheter un avion, on va se dire, bon, on va mettre ça, on va mettre ça, on va mettre ça. Tout ça, c'est des options. Et l'Internet est une option. Et quand on fait l'Internet, il faut faire un pré-équipement qui est déjà installé dans l'avion pour qu'il soit opérable. Voyez. Donc, tout ça, la technologie, c'est tout le derrière. Parce qu'il y a le gros, c'est-à-dire le hardware. Ouais. Et quand il y a le hardware qui n'est pas encore... ça, c'est la résistance des constructeurs. Exactement. Vous avez touché, exactement. Voilà, ça n'avance pas suffisamment. Alors, il y a peut-être un domaine où les résistances sont peut-être encore plus fortes, c'est celui de l'aérospatiale et de l'industrie des satellites. On sait qu'il y a une guerre commerciale entre les lanceurs. Nous, on entend un peu parler de cela pour placer des satellites, les charges utiles au-dessus de nos têtes. On en a besoin. On consomme de plus en plus de bandes passantes et d'images. Alors, vous, là aussi, vous venez avec une vision à la fois technologique et, on va dire, économique, parce que vous dites il y a d'autres solutions. Il n'y a pas que, il n'y a pas que le lancement balistique. Il y a d'autres possibilités. Et les pays qui sont entre guillemets vierges de ce côté-là peuvent faire un saut technologique en utilisant les nouvelles solutions. Exactement. Il y a de nouvelles solutions qui existent et qui sont très très flexibles en termes d'utilisation et en termes de coût aussi. Mais il faut regarder un peu l'histoire du spatial. Et peut-être le meilleur modèle, c'est le modèle américain, qui sont pratiquement les pionniers dans le monde, peut-être avec les Russes. Mais le modèle américain était beaucoup plus un modèle qui est orienté vers les marchés. Dans le modèle russe, et peut-être maintenant chinois, c'est l'État qui est derrière. Le programme spatial américain, c'est un programme qui était national, étatique, au début, dans les années 60-70, mais avec le temps, il s'est ouvert. Aujourd'hui, on voit que le programme spatial a complètement changé, par l'intervention des marchés. Parce que, le meilleur exemple, c'est vous voyez des opérateurs privés aujourd'hui qui sont très actifs dans le spatial. Au point de concurrencer la NASA. Non, point. Ils l'ont dépassé. Parce que c'est l'économie qui a complètement chamboulé le programme spatial. Alors le chamboulement, c'est une approche différente des prix et des coûts de mise en orbite. Surtout des coûts. Classiquement, le véhicule préféré des Américains, c'était bien sûr le shuttle, ce qu'on appelait le shuttle, qui était un vol qui pouvait se faire avec des lancements de satellites, tout ce que vous voulez, et bien sûr avec la station spatiale. Mais le coût de lancement des shuttles était très 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 élevé. Et il y avait quand même la soutenabilité, le modèle économique, est-ce qu'il est soutenable ? Et avec le temps, on s'est rendu compte que peut-être que ce modèle-là, c'est pour ça qu'on a arrêté
On sait bien qu'aujourd'hui, les Américains n'ont pas capacité de lancer. Ils se basent beaucoup avec les Russes pour lancer certains satellites ou bien avec les Européens. C'est combien le lancement d'une charge importante comme un shuttle ça peut coûter combien? C'est dans les centaines de millions de dollars. Facilement, le shuttle coûtait... C'est la navette, hein, en français. La navette, je parle de la navette, bien sûr. Donc, c'était énormément. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'Amérique, c'est un pays où il y a énormément de facteurs qui jouent en jeu. Et on s'est retrouvé à ce que le spatial est devenu une niche de croissance. Donc il y a eu quand même une complicité des marchés, des financiers, des fonds de pension, des fonds d'investissement à trouver à ce que dans le spatial on peut créer des poches de croissance. Et c'est ce qui s'est passé. L'histoire de SpaceX et de Elon Musk, qui est pratiquement un des pionniers du changement du spatial aux États-Unis, a prouvé que on peut réduire les coûts, on peut réduire les risques et on peut faire beaucoup plus avec les budgets qui peuvent être alloués à ces programmes. Aujourd'hui, on a une fragmentation pratiquement de l'espace. On a des acteurs, non seulement ça, mais on a la compagnie Blue Origin qui fait aussi des capsules de lancement. Donc il y a quand même une concurrence féroce. Parce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il y a peut-être, on est au seuil d'une redistribution des cartes dans l'industrie de l'aérospatiale. Exactement, c'est un moment crucial. Et qui sont les nouveaux entrants? Qui peut être joueur dans ce marché? Écoutez, vous savez, vous pouvez faire facilement être un intégrateur et un acteur majeur dans le spatial tant que vous maîtrisez la chaîne. Et tant que vous avez les capacités d'absorber ces innovations rapidement. Donc, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, c'est un monde de communication. La communication terrestre est pratiquement limitée. Ça ne se fait qu'avec l'espace, que ce soit pour les communications, que ce soit les imageries, les datas. Donc, c'est surtout le satellite. Or que le satellite, il y a 10 ans, coûtait une somme d'argent faramineuse. Aujourd'hui, on a des microsatellites de quelques millions de dollars. Regardez, ça s'est démocratisé, tout le monde peut placer son satellite, tout le monde peut acheter un lancement et avoir son satellite. Exact. Et pas forcément pour des satellites de télédétection, ou bien, mais c'est surtout des satellites de communication, c'est-à-dire on peut faire maintenant, surtout quand dans un pays où la connexion est très difficile pour des défis géographiques et des défis. Alors ça tombe très bien, l'invité du direct est toujours connecté à la réalité. Dans quelques jours, il y a le lancement d'un satellite algérien. Alcomsat, c'est le 3e qui va être mis en orbite. Je pense à ma connaissance, pour la communication, pour les télécoms, c'est le premier. Mais il y avait d'autres satellites, pour d'autres... Pour les télécoms, c'est le premier. Alors vous dites, on imagine que c'est une solution clé en main. On a acheté un satellite et on peut préciser à nos amis auditeurs que ça se passe en Chine, donc en partenariat avec l'agence spatiale chinoise. C'est le premier pas qu'il faut faire pour commencer à réfléchir à une intégration de la chaîne, mettre des satellites qu'on a achetés en orbite, ou vous dites qu'il y a peut-être mieux à faire ou faire différemment? Absolument. Je pense qu'on a les capacités, on a les structures. Je pense que le programme spatial algérien, quand même, il a débuté quand même, ça fait une dizaine d'années, en 2002, je pense. Et c'est un programme qui était un programme assez ambitieux. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense que le satellite de télécom, c'est la dernière phase, je veux dire, du programme spatial algérien de 10 années, au plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a acquis, et les parties concernées ont acquis une maîtrise, une connaissance, à pouvoir aller à la phase supérieure, qui est vraiment la maîtrise. J'allais vous dire, c'est quoi la phase supérieure? Vous avez commencé à répondre, parce qu'on est tout de suite curieux de savoir qu'est-ce qu'on peut faire de plus quand on a lancé. On ne peut pas fabriquer un satellite encore. On peut faire de l'Algérie un espace de lancement? Ben oui, c'est connu et dans le domaine public que l'Algérie a investi déjà dans une structure qui est fabuleuse à Oran, qui s'appelle le Centre des satellites. Donc c'est une plateforme qui est existante déjà, et je pense qu'il y a les équipes compétentes, il y a le management compétent à la direction qui peuvent gérer ce programme-là, et je pense que c'est dans les plans de l'Algérie pour pouvoir être capable à intégrer, à assembler des satellites, que ce soit pour la consommation ou bien pour la demande locale, mais aussi pour l'export. Et c'est très important à ce que ça ait cette capacité nationale, parce que c'est stratégique. Aujourd'hui, l'espace est aussi important que le sous-sol.
C'est vrai que c'est une dimension verticale, Voilà. mais qui va vers le haut, au-dessus du sol, pas en dessous. Exactement. En termes d'espace, en termes de densité, en termes d'opportunité. Le sous-sol, pour nous, a été, Dieu merci, une grande utilité pour notre développement. Il faut voir que l'espace peut être aussi important. Alors, je vous pose tout de suite une question quand même. Des pays parvenus à cette industrie, de nouveaux entrants, de nouveaux players, est-ce qu'il y a des success stories récents qu'on peut benchmarker, Oui. copier? Ah, absolument. Regardez, il y a l'Inde, le programme spatial indien, les Chinois, les Iraniens. Tout ça, c'est du balistique. Hein. Oui, mais on parle Je pas parle juste des modes de lancement. de- Hein, oui, des oui, modes c'est de du lancement. balistique, mais je parle pas. Je veux pas. C'est lié, c'est beaucoup lié à une industrie militaire Non, qui non, porte aussi des charges Oui, utiles. oui, mais vous savez, les systèmes de lancement, c'est des systèmes assez complexes et assez risqués. Donc il faut que ça s'aligne avec une politique nationale et avec une capacité nationale à assumer ces risques. Je pense que nous, on doit avoir déjà maîtrisé certains aspects du spatial. Et ces éléments de risque peuvent être gérés avec l'expérience qu'on aura acquis. Et je pense que c'est la volonté, en tous les cas, à ma connaissance, c'est la voie à montrer et c'est la voie à suivre. Maintenant, pour comparer à ce que les Indiens en Inde, ce qui a été fait en Inde, c'est que il faut pas oublier que l'Inde, sa position géographique avec l'Union soviétique à l'époque, avec la Chine, fait en sorte que leur programme était beaucoup plus orienté pour des fins géostratégiques et géopolitiques. Vous voyez, et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette avancée assez considérable et bien sûr un accompagnement du gouvernement indien. Mais je pense que nous, on a surtout, j'en suis presque sûr qu'on a les capacités à faire du programme spatial algérien un acteur majeur de développement pour l'économie nationale. Ce serait un moteur et aussi peut-être un exportateur de services. Absolument. On pourrait mettre sur orbite des satellites Absolument. d'autres pays. Absolument. Et les pays émergents qui ne demandent qu'à avoir des services à des coûts très intéressants avec des services complets. Et c'est la tendance dans les marchés. Et je pense qu'on a dans un continent qui est plein d'opportunités. Et je pense que l'Algérie sera l'un des premiers pays à faire et à porter ce type de service. Alors, Monsieur Abdou, je vous ai entendu dire que dans l'aérospatial, la technologie ne s'achète pas, elle se construit. Ça veut dire qu'il faut construire un écosystème. Vous savez, les achats, c'est facile de les faire et de les dire. La réalité, il faut avoir la profondeur exactement de ce que vont dire par, ou bien la conception de ce qu'est un achat ou une acquisition, ce qu'on appelle dans le jargon financier. Vous savez que dans la compétition internationale, quand vous faites un contrat commercial, c'est pas forcément qu'on va tout vous donner. On va vous donner ce que vous avez à payer. Mais le restant, il faut que ça se paye encore plus. La durée moyenne de vie d'un satellite ? Ça dépend, c'est entre 7 ans, 8 ans, ça peut aller plus, ça peut aller moins. Ça dépend Et on peut faire de la maintenance en orbite ? Ça, à distance, non ? Non, ça, c'est pas encore... je pense la direction des satellites, l'intelligence des satellites, parce que les satellites, en général, c'est des machines, c'est grosses machines, mais c'est pas très intelligent parce que c'est du captage, de l'imagerie et d'envoyer. Le futur des satellites, ou bien la tendance, c'est surtout d'avoir des satellites intelligents, c'est-à-dire qui peuvent communiquer entre eux. Quand vous avez une constellation de satellites, et c'est ça un peu la tendance et un peu la recherche qui se passe maintenant dans ce domaine-là, c'est parce que on considère qu'un satellite c'est une grosse boîte qui peut faire du ciblage, qui peut prendre des photos et qui peut envoyer sur Terre, mais c'est lourd et c'est géostationnaire. Donc, si on a besoin d'être... On peut expliquer à nos amis auditeurs aussi, géostationnaire, ça veut dire que c'est toujours au-dessus du même point Voilà. Par rapport au sol. Voilà. Mais il y a des satellites à basse altitude aussi. Mais le point, c'est que les gros satellites, ce qui leur manque, c'est l'adaptabilité et la flexibilité. Parce qu'on ne peut pas les manœuvrer comme on veut. Ils doivent suivre un certain chemin. Et c'est pour ça que je pense que dans l'avenir, on aura des satellites beaucoup plus intelligents, c'est-à-dire qui seront des systèmes d'interconnectivité et qui pourront transmettre des informations en temps réel, mais en continu aussi. Donc quand vous avez une constellation de satellites, là, ça va avoir l'effet que vous voudrez. Voyez. Oui. Alors, on peut quand même s'imaginer que pour de nouveaux entrants, il va être difficile de concurrencer ceux qui ont un demi-siècle, voire plus d'expérience dans le lancement et dans la gestion des satellites. Alors, quel positionnement pourrait avoir un programme algérien dans l'aérospatial ?
du suborbital, des charges intermédiaires, des technologies de lancement différentes, parce qu'avec le balistique, ça va être difficile de rattraper le retard. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt innover de ce côté-là? Écoutez, l'innovation passe par... Ma question n'est pas neutre, M. Abdou, parce que vous avez des intérêts dans une entreprise qui a développé un brevet sur une solution innovante. Oui. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que il faut avoir les capacités à avoir ces connaissances et la maîtrise de la technologie. Et pour moi, personnellement, j'y crois à la formation locale. C'est-à-dire, c'est de former nos compétences, former nos ingénieurs et de leur donner des motivations et de pouvoir accéder à ce haut niveau de cette technologie. On a déjà fait beaucoup. Beaucoup a été fait ici. Non, sincèrement, beaucoup a été fait. Peut-être quand même dans le choix, désolé d'être précis, oui. Dans le choix quand même des filières technologiques dans ce programme satellite, on peut, pour faire un parallèle avec les économies du renouvelable, les énergies renouvelables, il y a eu un long débat pour savoir est-ce qu'il fallait développer plus du solaire thermique ou plus du photovoltaïque. Il y a des sous-technologies qu'il faut maîtriser. Est-ce qu'en amont, au moment où on décide d'engager un programme, est-ce qu'il ne faut pas avoir une idée plus précise de ce qu'on... Parce qu'il faut former des ingénieurs, mais les former à quelle filière, à quelle sous-filière? Oui, mais l'espace, c'est des étapes. L'espace, vous allez avoir dans ce qu'on appelle near space, c'est-à-dire en étant juste à la limite de l'espace, vous allez c'est ce qu'on appelle le deep space. Donc tout ça, c'est une chaîne. Donc on va aller, comme on dit, en marchant avant de courir. On va marcher avant de courir. Et c'est là qu'il faut s'orienter, c'est-à-dire de maîtriser ces espaces-là d'une manière réfléchie et d'une manière continuelle. Pour aller d'une phase à l'autre, c'est pas une grande problématique, sincèrement. Donc, c'est ce que je peux dire un peu sur ça. Un astronaute algérien dans l'espace, c'est aussi... Inch'Allah, pourquoi pas. Vous savez, le rêve d'une toute nation, c'était toujours... l'espace a toujours conquis les cœurs des gens. Voyez, on voit l'histoire. Même s'il y a des Algériens, on tendance à ne pas lever beaucoup la tête vers le ciel. Oui, et on est croyant, on a le bon Dieu, donc il faut toujours le voir. Le plus important, c'est que l'histoire de l'espace a toujours fasciné les esprits. Regardez l'histoire des Soviétiques avec leurs premiers astronautes, et après les Américains. Donc, en étant pauvre comme une nation comme l'Inde, mais le programme spatial a été toujours central à leur développement, parce qu'il fallait vibrer les esprits, il fallait vibrer les cœurs des gens. Et là, ça peut nous permettre d'arriver à réaliser des choses. Donc, c'est des réalités qui ont... Abdou, vous direz que les Indiens ont été aidés aussi par leur industrie du logiciel? C'est absolument, important. Ça c'est un très bon point, exactement. Vous savez que l'Inde, c'est un grand centre de outsourcing IT en général, donc tout ce qui est développement des logiciels dans le domaine des TIC, c'est une grande plateforme, parce que le modèle économique, c'était vraiment d'attirer les investissements, d'attirer des revenus, et l'Inde était vraiment centrale au développement des logiciels en Inde, et surtout avec les Américains. Il faut aussi ne pas oublier qu'il y a un rapport, un pont très fort entre l'Inde et les États-Unis dans la formation des ingénieurs. Les grandes universités américaines, vous trouvez énormément d'étudiants, énormément de faculties, des professeurs, et surtout, ils sont très forts dans leur IT. Vous avez des instituts comme le IIT, c'est le Indian Institute of Technology, qui est un peu le MIT de l'Inde. Ils sont 3 ou 4, je pense, en Inde, et qui forment ces excellents techniciens et ingénieurs. Donc, il y avait une politique déjà qui était claire et nette du gouvernement indien à ce que cette technologie, cette maîtrise se fasse déjà sur la Terre, et puis on va aller plus loin dans l'espace. Mais c'est vrai que pour les Indiens, c'est un succès phénoménal. Aujourd'hui, pour vous donner un petit exemple, c'est que l'Inde aujourd'hui a la capacité d'envoyer une capsule dans l'espace avec un système de récupération. Et je pense, si je me trompe pas, l'Inde a envoyé le premier satellite, un lanceur qui a été fait avec le plus grand nombre de microsatellites. Je pense que c'était 90 ou 95 en un coup. Oui, c'est l'Inde qui l'a envoyé il n'y a pas très longtemps. Les auditeurs pourraient se poser la question,
Est-ce qu'il y a un enjeu économique important dans ce secteur de l'aérospatial? En Algérie, bon, qu'on assemble les automobiles, on peut comprendre, c'est 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'importation. Mais dans le cas de l'aérospatial, vous dites, c'est peut-être pas important aujourd'hui, mais si on développe ce programme, ça peut devenir une partie importante du PIB? Absolument, ça fait partie de toute politique des pouvoirs publics, parce qu'un pays, ça se gère pour les décennies à venir. Donc nous, on voit que le programme, un programme qui pourrait être établi pour 2020-2030, dans 2030, notre économie sera certainement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et quand on parle d'une politique de diversification, de politique de changement, de politique d'économie des connaissances, je vais dire en termes généraux, le spatial aura un rôle à jouer, que ce soit pour les pouvoirs publics, mais aussi pour le secteur privé. J'ai l'impression qu'ici en Algérie, c'est pas un domaine qu'on s'y intéresse beaucoup. Et je peux vous dire qu'on s'y intéresse pas beaucoup. Alors, ici à Radio M, c'est la première fois qu'on en parle. Hein. Alors, c'est une nouvelle dimension. Je suis content que je puisse éclairer un peu l'opinion publique. Mais c'est sûr que pour des ratios simplistiques, si je peux dire, on parle de 10 à 15% du PIB facilement. Donc, on peut imaginer le nombre d'emplois qu'on peut créer, mais aussi la profondeur et la qualité des emplois qu'on peut offrir pour nos ingénieurs, pour nos étudiants, pour notre développement. Ça m'offre une très belle transition vers la dernière partie de cette émission. Vous êtes aussi un financier très au fait des transactions et des constructions, des montages financiers. Vous avez dans un livre commun en 2012, je crois, sous la conduite de M. Taïb Hafsi, préconisé une politique de l'investissement en Algérie. Vous avez fait des recommandations à un moment où on n'était pas encore sorti du choc des subprimes et où les actifs des entreprises à l'international étaient encore très bas. Est-ce que vous considérez que l'Algérie a raté une opportunité pour faire des acquisitions à l'international au moment où elle avait des excédents de réserves de change? Écoutez, rater, c'est peut-être le pas mot qui est, parce qu'il y a toujours des opportunités. Hein. Il faut juste le ciblage qui est important et qui soit corrélé à des objectifs très clairs et très précis en termes de développement. Donc, cibler une acquisition ou bien acquérir certains actifs pour faire démarrer et déclencher un processus de développement, ça peut se faire à tout moment et à tout. La question, c'est question de valorisation, question de prix, question de synergie. Voilà la grande question. En ce qui nous concerne, le pays, je pense, traverse une période assez difficile, mais je pense que peut-être le gros est passé. Pour le moment. Vous serez le premier à le dire sur ce plateau. Hein. Je suis optimiste, oui. Non, écoutez, la dynamique vous savez qu'on a un problème, c'est surtout qu'on dépend énormément d'une commodity, comme on dit en anglais, qui est le pétrole, qui dépend lui-même, qui dépend des marchés, que les marchés eux-mêmes qui dépendent des spéculateurs. Donc, on ne contrôle pas ces facteurs exogènes, malheureusement. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est la manière dont on peut gérer notre économie. Le pétrole, ça nous a aidés, ça pourra nous aider, mais il faut absolument passer par une gestion rationnelle. Alors, quelque chose malheur est bon. Oui. Ce contre-choc, cette rareté des ressources publiques qui s'est installée fait qu'aujourd'hui, on parle plus d'entrepreneuriat et d'investissement. Vous dites pour l'entrepreneuriat, si on n'a pas autant d'entreprises que cela en Algérie, par rapport à la Tunisie et au Maroc, on a un nombre d'entreprises rapporté à la population qui est faible. Vous dites qu'il y a un système d'incitation et un système de sécurisation de la faillite qui n'est pas suffisamment performant en Algérie pour pousser les gens à prendre le risque de l'investissement. Je pense, parce que en général, l'être humain, quand il parle d'une entreprise, c'est toujours pour le succès. Hein? Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'échecs. Donc, en termes ratio général, les petites entreprises ont un degré de faillite beaucoup plus grand pour un succès, c'est-à-dire, vous avez mentionné les startups. Les startups ont tendance à ne pas réussir qu'à réussir, et dans tous les pays du monde, hein, c'est pas juste chez nous. La grande question, c'est comment et pourquoi il y a beaucoup de taux d'échec, et qu'est-ce qu'on peut faire pour élever les ratios un peu, pour que ce soit du 90% à 10 pour le succès et 90 pour l'échec, on peut remonter ça à des niveaux beaucoup plus élevés, à contribuer
contribuer un petit peu à notre développement. C'est-à-dire le plus de réussite on a dans l'entreprise, le plus d'emplois qu'on peut générer et plus de productivité pour l'économie nationale. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, qui veut dire une politique fiscale et une taxation de l'entreprise qui soit efficiente et qui soit productive pour l'économie. Et ça, à ce niveau-là, il faut peut-être revoir, si ce n'est pas encore, refonder un système qui a les mesures incitatives à ce que nos entreprises soient performantes et ne soient pas pénalisées. Et surtout dans l'innovation. Parce que l'innovation, c'est la créativité, c'est le risque, c'est aussi l'incertitude. Oui. Alors, justement, vous connaissez un petit peu cet environnement. Vous avez aussi investi dans des startups. Vous suivez des startups. Vous avez une tradition californienne, passée par Wall Street, en Grande-Bretagne. Vous avez souvent eu on va dire, la bonne intuition. Ici, en Algérie, il n'y a pas de angel capital, il n'y a pas de capital amorceur qui permet aux petites startups d'avoir leur chance pour tenter de développer leur idée. Qu'est-ce qui manque dans le dispositif? Pourquoi ça s'est toujours pas fait? Je suis pas complètement d'accord avec vous. Je pense qu'il y a eu des initiatives pour faire des plateformes d'angel funds, c'est-à-dire des fonds à première instance, c'est-à-dire à premier déclenchement. Vous pensez à l'ANSEJ? Non, pas forcément. Je pense qu'il y a eu des privés. J'ai entendu les Casbah Network, quelque chose comme ça, qui a fait. Ce sont des très petits montants. Voilà, non. Il y a le FCE qui a promis 1 milliard de dinars pour les startups innovantes et ce fonds n'est toujours pas mis en place. La problématique se trouve, je pense, dans le capital allocation, ce qu'on appelle ça en anglais, c'est-à-dire comment allouer le capital avec une gestion du risque qui est maîtrisée et aussi avec une stratégie de sortie pour ces entreprises et un accompagnement. Je pense, le problème n'a jamais été dans le capital. Le pays a assez de ressources et comme vous l'avez bien mentionné, l'ANSEJ, les pouvoirs publics ont mis beaucoup d'argent dans l'ANSEJ. La question, est-ce que la manière dont le capital a été alloué, c'était la manière la plus efficiente? Est-ce que les objectifs qu'on voudrait achever par ce processus ont été atteints? Est-ce que le degré d'accompagnement non, de recovery, comment on appelle de recouvrement, recouvrement a été atteint? Et est-ce que vraiment la qualité des projets et la qualité des emplois qui ont été créés a été atteint? Parce que quand on voit, les chiffres sont publics, les chiffres sont publics. Combien le budget de l'ANSEJ a été depuis des années? Est-ce que tout ça a été bien réfléchi et ça a été bien? Est-ce que les résultats? Mais c'est pas orienté innovation quand même. L'ANSEJ, c'est beaucoup emploi des jeunes. C'est même le nom. Par contre, innovation, c'est-à-dire avec une grosse prise de risque. En termes de nouveautés pour ceux qui tentent quelque chose qui est nouveau, qui n'a pas encore marché, etc. De ce côté-là, les problèmes de financement comment continuent? Exactement. Là, vous parlez un peu des financements classiques, des banques, le rôle des banques et tout ça. Mais il faut revoir. Il n'y a pas de guichet pour ce type d'entrepreneur. À ma connaissance, non. Mais le programme, c'est encore plus profond. À ma connaissance, parce que c'est la structure des banques et surtout des banques publiques. C'est-à-dire leur mandat à eux, qui est déjà mandaté par le gouvernement, qui est déjà limité. Donc, si la banque ne fait pas son rôle, à ma connaissance, parce qu'elle n'est pas mandatée à le faire, en tous les cas sur le plan réglementaire. Je pense qu'il faut avoir déjà cet aspect-là, parce que la banque ne fera que ce qui est déjà dans son mandat. Prendre le risque aux dépens du bilan de la banque, c'est pas dans leur mandat, parce qu'ils n'ont pas cette capacité à analyser le risque, à faire du capital allocation, comme on dit, dans un processus parce que c'est pas leur job. D'où cette déficience en termes de nouveaux véhicules. Exactement. Il y en a pas assez. Vous connaissez très bien ces différents instruments. Est-ce que vous ne pensez pas que, je sais pas, entre le FCE, le patronat algérien, il n'y a pas quelque part quelque chose qui aurait pu être créé, qui aurait pu aider à faire développer cette économie de l'innovation? Exactement. Et un accompagnement. Et là, vous avez bien dit le mot, parce qu'il fallait une partie tierce, si vous voulez, avec des véhicules tierces qui sont réglementés par les pouvoirs publics, et qui joue le rôle un peu de catalyseur. C'est-à-dire, d'un côté, il y a le capital, et d'un autre côté, il y a les projets.
Vous voyez ? Et là, il faut identifier, il faut absolument à ce que les projets qui sont choisis seront bien accompagnés et qu'il y a un impact sur l'économie. Alors vous, en 2012, dans votre livre, dans la partie que vous avez rédigée dans le livre, dans votre article, vous parlez d'une autorité nationale de l'investissement qui aurait pu être à la fois à cheval entre ce qui se passe au niveau international dans la variation des actifs, les nouvelles technologies, les nouvelles opportunités, etc. Et puis la demande domestique. Est-ce que vous ne pensez pas que le FNI a voulu tenter de jouer ce rôle et que c'est un peu raté ? Oui, absolument. Je pense, oui. Le Fonds national d'investissement. Le Fonds national d'investissement. Mais vous savez, le Fonds d'investissement, je pense que c'était dans les années de M. Benachenhou, si je ne me trompe pas. Plus tard. Plus tard, non, c'est plus tard. L'idée sur papier, c'était une bonne idée. Mais le mode opératoire et le mode fonctionnel du FNI s'est avéré un petit peu en deçà des attentes, si je peux dire le terme. Hein. Parce que moi, peut-être les experts diront la même chose, c'est qu'on aurait souhaité une gestion beaucoup plus proactive du fonds dans les poches de croissance de l'économie nationale. Pas vraiment dans un esprit déjà, il faut une gestion de risque, il faut déjà identifier des projets qui sont très porteurs, il faut avoir une célérité d'exécution et pouvoir un accompagnement à ce que ces entreprises-là... et là, peut-être... Je vais citer 3 exemples rapidement pour avoir votre opinion. L'automobile avec Renault et SNVI, l'assurance avec AXA et la banque, la BEA, Jay-Z, que vous connaissez très bien, avec donc l'entrée du FNI. Vous pensez que ce sont des choix dans la sélection des risques pas les plus avisés du FNI? Ben, écoutez, ça démontre... C'est trop tôt pour le dire, peut-être. C'est un peu trop tôt, mais aussi ça démontre aussi qu'il y a un choix dans la sélection de ces actifs, d'investir dans ces actifs, parce que avec une gestion de risque assez conservatrice. C'est peut-être une décision qui a été prise, qui a été décidée, et que ça démontre un peu qu'on en est vers des actifs qui sont performants déjà et qui sont dans une maturation assez élevée. Alors que moi, je pense que le choix aurait été différent et dans les projets de porteurs de croissance, parce que dans tous les pays, qui crée les emplois, c'est les PME, c'est les petites entreprises. Mais qui peut identifier ces acteurs porteurs de croissance? Ben oui. Le FNI n'est pas doté pour les... Non, pas forcément, mais ils peuvent acquérir des équipes, des analystes qui font un répertoire des entreprises, des petits PME, des TPE, et qui peuvent jouer un rôle énorme. Bien sûr, à condition qu'ils soient accompagnés. L'accompagnement, mais aussi accompagner l'échec. C'est très important. Oui, parce qu'on veut accompagner la réussite, tout le monde veut le faire. Mais accompagner l'échec, c'est philosophiquement complètement différent. Et là, il faut avoir des dispositifs. Votre expérience américaine vous fait dire que les Américains savent aussi accompagner l'échec. Absolument. Absolument. Et prendre le risque pour l'échec, ils sont prêts pour ça. C'est une culture déjà, c'est une évolution mentale, ça prend des années et tout ça. Mais on dit la meilleure réussite, c'est dans l'échec. C'est très bien dit ça. Alors, le FNI, on a évoqué, vous avez dit, il y a peut-être une tendance à aller vers des actifs qui étaient déjà matures et qui avaient un taux de rendement important. On ne peut pas ne pas penser à Jay-Z. Vous connaissez bien ce dossier. Vous avez conseillé le président de MTN, le premier opérateur sud-africain et peut-être le premier opérateur en Afrique, qui a fait une offre d'achat au gouvernement algérien pour reprendre, à Sawaris, le propriétaire donc OTH, Orascom, pour reprendre tout le groupe Orascom, y compris l'opération en Algérie. Et le gouvernement algérien à travers son président, a dit non. Il ne voulait pas de cette transaction. Il ne voulait pas que Jay-Z passe entre les mains de MTN. Pour des raisons, on ne sait pas lesquelles. Vous dites que c'était pas, finalement, avec le recul, c'était pas une si bonne décision que ça, parce que le gouvernement algérien a été amené à acheter, et aujourd'hui, Jay-Z n'est plus la pépite d'or que c'était avant. Vous faites quelle lecture rétrospectivement de cela? Ben, écoutez, moi, j'avais eu le privilège de travailler sur ce dossier avec le président de MTN qui à l'époque s'appelait Monsieur Mbeki. Monsieur Mbeki était président de l'Afrique du Sud. Pardonnez-moi, oui, parce qu'on était avec... Que vous avez conseillé aussi. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu ce dossier-là qui était assez épineux à l'époque. Et l'Algérie, l'actif algérien qui était Jay-Z, était peut-être le plus gros actif dans le portefeuille de Sawiris. Parce que Sawiris avait plusieurs licences dans plusieurs pays. La licence algérienne avait le plus gros
si vous voulez, du lot. Hein. Donc, la stratégie du gouvernement sud-africain, et surtout de MTN, qui était une entreprise privée, c'est de négocier et de trouver un accord avec les autorités algériennes pour pouvoir conclure cette transaction. C'est pour ça qu'on était venu à Alger, je pense, c'était en 2010, si je ne me trompe pas. Hein. C'était lors de la venue du président Béké. Ici en Algérie, en visite officielle, et on avait rencontré les pouvoirs publics, et il y avait une décision qui a été prise que malgré que l'importance des relations entre les deux pays, entre l'Algérie et surtout à l'époque il y avait le NEPAD, il y avait tout ce travail qui a été fait, que la décision a été prise, qu'il nous a été demandé de ne pas toucher à ce dossier, pour être franc, voyez. Et donc nous, on n'avait qu'à respecter la décision souveraine de l'Algérie. Et MTN a retiré son offre d'achat. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Qui était de 11 milliards de dollars pour tout le groupe. Mais tout le groupe, là, c'était pour tous les actifs, ouais. Donc maintenant, c'est un dossier qui est clos, c'est un dossier qui est fini. Mais rétrospectivement, c'était ça la réaction que je voulais avoir de vous. Est-ce que vous considérez que peut-être les Algériens ont dû laisser faire cette transaction ? Et peut-être... Moi, à titre privé, sincèrement, et à mon opinion privée, c'est que moi je pense que les transactions commerciales, il n'y a pas lieu d'associer le risque souverain à ces transactions commerciales. C'était une licence commerciale purement privée. Il fallait que ça soit géré dans un sens privé. Associé. On peut décoder pour nos amis auditeurs. Il fallait pas qu'il y ait de l'argent du Trésor public qui sorte. Voilà, c'est ça votre doctrine. Voilà, parce que le mandat du Trésor, il y a beaucoup plus de projets plus importants à ce que l'argent du Trésor soit utilisé. Alors que nous, on avait une licence, déjà, l'État a les attributs fiscaux, les attributs réglementaires, c'est la licence de l'Algérie. Après tout, c'est la licence qui a été émise par le gouvernement algérien. Donc, moi personnellement, ça c'est mon point de vue, que peut-être qu'on aurait dû penser autrement, mais ce qui a été fait. Donc, est-ce que vous savez qu'il commence à être question du retrait de FNI de Djezzy parce qu'on va arriver sur les 5 ans Non, ça je ne savais pas, sincèrement, je ne savais pas. Mais vous savez, il y a une révolution dans les télécoms. C'est aussi un enjeu considérable. Aujourd'hui, vous savez, avec les 4G, avec la 5G c'est sur le lieu de... Donc c'est le développement du contenu aujourd'hui. C'est pas... Vous savez, même les installations 3G et 2G, vous savez, avant, il fallait payer presque $1 milliard pour avoir une licence. Aujourd'hui, ces chiffres ne sont plus à leur place. Parce que la technologie a tellement évolué que même le broadband, c'est-à-dire la bande passante terrestre, va complètement changer. Donc il faut pas avoir une infrastructure qui coûterait $700 millions pour pouvoir avoir accès à la téléphonie. Grâce aux satellites. Grâce aux satellites. Est-ce que, M. Abdou Atou, vous avez encore le temps de développer des algorithmes avec toutes les activités que vous avez ? Non, mais non, je pense que c'est très important à ce que notre pays, Inch'Allah, avance vers la prospérité, le progrès, le développement, associé à tous les acteurs publics et privés, à ce qu'on crée une économie qui est prospère, qui est dynamique, qui est productive, et qu'on se démarque un peu de la logique de la rente pétrolière qui nous a un petit peu inhibés à travers les années. Et on a les possibilités, on a le potentiel et on a les capacités. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il faut vivre à Londres pour être aussi optimiste. Non. Il y a vous nous donnez la recette. Non, il y a des gens plus optimistes ici en Algérie que moi. Alors... Je vous l'accorde complètement. Merci beaucoup, Abdou Atou. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.